Et si tout ce que l'on vous a enseigné sur les origines de la civilisation était incomplet, voire fondamentalement erroné? Et si, bien avant Sumer, bien avant les pyramides d'Égypte, bien avant les premiers temples de Mésopotamie, une civilisation extraordinaire avait déjà atteint un niveau de sophistication que nous peinons encore à comprendre aujourd'hui? Les Sumériens eux-mêmes, ces pionniers que nos livres d'histoire désignent comme les fondateurs de la civilisation humaine, parlaient entre eux d'un lieu sacré, d'une terre bénie des dieux, d'un paradis terrestre où la mort n'existait pas, où les maladies étaient inconnues, où l'eau douce jaillissait naturellement de la terre. Ils appelaient ce lieu Dilmun. Et pendant des millénaires, les historiens ont cru qu'il s'agissait simplement d'un mythe, d'une légende poétique, d'un conte destiné à expliquer l'inexplicable. Mais voilà que la science moderne, l'archéologie sous-marine et la géologie viennent bouleverser cette certitude confortable. Car Dilmun a bel et bien existé. Et ce que nous découvrons aujourd'hui sous les eaux du golfe Persique pourrait bien réécrire l'histoire de l'humanité tout entière. On nous a appris que la civilisation est née en Mésopotamie, il y a environ 6000 ans, dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là, nous dit-on, que l'écriture fut inventée, que les premières villes furent reconstruites, que l'agriculture organisée vit le jour. Mais une série de découvertes récentes dans les profondeurs du golfe Persique, combinée à une relecture attentive des textes sumériens les plus anciens, suggère quelque chose d'impossible selon le récit officiel. Il existait une civilisation avant les civilisations, un peuple avancé qui prospérait dans une région aujourd'hui engloutie sous des dizaines de mètres d'eau salée. Cette civilisation, les Sumériens la vénéraient comme leur ancêtre spirituel, comme le berceau de leur propre sagesse. Ils l'appelaient Dilmun, la terre pure, la terre sainte, le lieu où le soleil se lève. Ce soir, nous allons explorer ensemble 3 types de preuves convergentes qui dessinent un tableau troublant. Nous examinerons d'abord les vestiges archéologiques submergés qui n'auraient jamais dû exister selon la chronologie officielle. Nous analyserons ensuite les données géologiques et climatiques qui révèlent un paysage radicalement différent il y a 12 000 ans. Et nous plongerons enfin dans la mémoire collective de l'humanité, ces récits de déluge et de paradis perdus qui traversent toutes les cultures anciennes. Car peut-être que Dilmun n'était pas un mythe, peut-être était-ce un souvenir. Alors, bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les recoins oubliés de notre passé, où nous questionnons les certitudes établies, où nous cherchons la vérité cachée sous les couches du temps. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit s'ouvrir aux possibilités, car ce que nous allons découvrir ensemble ce soir pourrait bien transformer votre compréhension de ce que signifie être humain. Si vous êtes de ceux qui refusent d'accepter les réponses toutes faites, si vous croyez que notre histoire recèle encore des secrets fondamentaux, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations. Et préparons-nous maintenant à voyager vers un monde englouti, vers l'Atlantide sumérienne. Les textes cunéiformes sumériens constituent l'une des plus anciennes archives écrites de l'humanité. Gravés dans l'argile il y a plus de 4 millénaires, ils nous transmettent les pensées, les croyances et les connaissances d'un peuple qui se considérait lui-même comme les héritiers d'une sagesse plus ancienne encore. Et parmi tous les lieux évoqués dans ces tablettes d'argile, aucun n'est décrit avec autant de révérence, autant d'admiration, autant de nostalgie que Dilmun. Les scribes sumériens parlent de Dilmun comme nous parlerions du paradis. C'était, selon leurs mots, une terre où le corbeau ne croissait pas, où le lion ne tuait pas, où le loup n'emportait pas l'agneau. Une terre où la vieillesse n'existait pas, où les lamentations étaient inconnues, où l'eau douce et pure jaillissait naturellement du sol. Pendant longtemps, les historiens occidentaux ont lu ces descriptions comme de simples allégories religieuses. Comment aurait-il pu en être autrement, pensait-il. Les Sumériens étaient un peuple primitif selon les standards modernes, enclin aux exagérations poétiques et aux fabulations mythologiques. Dilmun devait être une invention, un lieu imaginaire servant de cadre au récit cosmogonique. Cette interprétation arrangeait tout le monde, car elle permettait de maintenir intact le récit officiel selon lequel la civilisation avait émergé progressivement, lentement, sans ancêtres mystérieux, sans prédécesseurs oubliés. Mais voilà
que les découvertes archéologiques des dernières décennies sont venues te troubler cette belle certitude, car Dilmun a été localisé. Les archéologues l'ont identifié avec l'actuel Bahreïn et la région côtière du golfe Persique. Et ce qu'ils y ont trouvé dépasse de loin ce que la chronologie officielle pouvait expliquer. L'île de Bahreïn elle-même recèle des trésors archéologiques stupéfiants. Plus de 170 000 tumulus funéraires parsèment sa surface, faisant de ce petit archipel la plus grande nécropole préhistorique au monde. 170 000 tombes pour une île qui ne fait que 780 km². Ces chiffres sont vertigineux. Ils suggèrent une population immense, une civilisation florissante qui a prospéré pendant des millénaires. Et pourtant, selon l'histoire officielle, Bahreïn n'aurait été qu'un modeste centre commercial de l'âge du bronze, un point de passage pour les marchands naviguant entre la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Les temples de barbares, découverts sur l'île de Bahreïn, constituent l'une des preuves les plus fascinantes de la sophistication de Dilmun. Ces structures, datées d'environ 3000 ans avant notre ère, présentent une architecture remarquablement avancée. Mais c'est ce qui se trouve sous ces temples qui intrigue le plus les chercheurs, car les temples de barbares ont été construits sur des fondations plus anciennes, et ces fondations reposent elles-mêmes sur des structures encore plus anciennes. Les archéologues ont identifié au moins 3 phases de construction superposées, la plus ancienne remontant à une époque où, selon la chronologie officielle, aucune civilisation avancée n'aurait dû exister dans cette région. Plus troublant encore, les temples de barbares sont organisés autour de sources d'eau douce naturelles, ces mêmes sources que les textes sumériens décrivent comme le don le plus précieux de Dilmun. L'eau qui jaillit de ces sources provient d'un aquifère souterrain qui s'étend sous tout le golfe Persique. Cette eau douce, émergeant au milieu d'une mer salée, devait sembler miraculeuse aux yeux des anciens. Et c'est précisément cette particularité géologique que les Sumériens célébraient dans leurs hymnes à Dilmun. Ils n'inventèrent pas un mythe, ils décrivaient une réalité géologique que la science moderne a confirmée. Mais les vestiges de Bahreïn ne sont que la partie émergée de l'iceberg, si l'on peut dire. Car le véritable Dilmun, le Dilmun originel, se trouve probablement sous les eaux du golfe Persique. Et c'est là que les découvertes deviennent véritablement extraordinaires. Le golfe Persique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Il y a 15 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire, le niveau des océans était inférieur de 120 à 130 mètres par rapport au niveau actuel. Cela signifie que le golfe Persique était entièrement à sec. À la place de cette mer peu profonde s'étendait une vaste plaine fertile, arrosée par le Tigre, l'Euphrate et plusieurs autres rivières aujourd'hui disparues. Cette plaine, que les géologues appellent le plateau du golfe Persique, offrait des conditions idéales pour l'établissement humain. De l'eau douce en abondance, un climat tempéré, une végétation luxuriante, une faune riche et variée. Les études géologiques menées au fond du golfe Persique ont révélé les traces de cette ancienne vallée fluviale. Les carottages sédimentaires montrent des couches de sol alluviaux, caractéristiques des plaines inondables fertiles. Les analyses palynologiques, c'est-à-dire l'étude des pollens fossiles, indiquent une végétation dense et diversifiée, typique d'un environnement subtropical humide. Et les datations au carbone 14 de matières organiques retrouvées dans ces sédiments confirment que cette région était habitable et probablement habitée pendant des millénaires avant qu'elle ne soit engloutie par la montée des eaux. Jeffrey Rose, un archéologue de l'université de Birmingham, a proposé en 2010 une théorie audacieuse qui a secoué le monde académique. Selon lui, le plateau du golfe Persique aurait été le véritable berceau de la civilisation humaine. Les populations qui vivaient dans cette région fertile auraient développé une culture avancée pendant des milliers d'années, bien avant l'émergence officielle de la civilisation en Mésopotamie. Et lorsque les eaux ont commencé à monter, à la fin de la dernière période glaciaire, ces populations auraient été contraintes de fuir vers les terres plus élevées, emportant avec elles leurs connaissances, leurs traditions et leurs récits. Ces réfugiés climatiques auraient ensuite fondé les premières cités de Mésopotamie, devenant les ancêtres des Sumériens que nous connaissons. Cette théorie expliquerait l'un des plus grands mystères de l'archéologie mésopotamienne.
les Sumériens sont apparus soudainement sur la scène historique, avec une civilisation déjà pleinement développée. Ils possédaient l'écriture, l'architecture monumentale, les mathématiques avancées, l'astronomie, l'organisation sociale complexe. Tout cela semble avoir émergé presque du jour au lendemain, sans les étapes intermédiaires que l'on observe normalement dans l'évolution des sociétés humaines. Les historiens ont longtemps été perplexes face à cette apparition soudaine. Mais si les Sumériens étaient les héritiers d'une civilisation plus ancienne, engloutie sous les eaux du golfe Persique, alors tout s'explique. Ils n'inventaient pas la civilisation. Ils la reconstituaient à partir de leur mémoire collective. Les recherches sous-marines dans le golfe Persique sont encore à leur début, entravées par les tensions géopolitiques de la région et par les difficultés techniques liées à l'archéologie en eau trouble et peu profonde. Mais les quelques explorations qui ont été menées ont déjà livré des résultats prometteurs. Des structures submergées ont été identifiées à plusieurs endroits du Golfe, notamment au large des côtes du Koweït et de l'Arabie saoudite. Ces structures, qui ressemblent à des fondations de bâtiments et à des aménagements portuaires, sont situées à des profondeurs qui correspondent à l'ancienne ligne de côte d'il y a 8 à 10 000 ans. En 2017, une équipe de chercheurs, utilisant des techniques de sonar avancées, a identifié ce qui pourrait être les vestiges d'un ancien établissement humain au fond du Golfe, à environ 30 km au large de la côte actuelle. Les images sonars montrent des formes géométriques régulières, des alignements de structures qui ne peuvent pas être expliqués par des phénomènes naturels. Malheureusement, les conditions politiques n'ont pas permis une exploration plus approfondie de ce site, mais les chercheurs impliqués sont convaincus qu'ils ont découvert les traces d'une civilisation engloutie, les vestiges du véritable Dilmun. Les tablettes cunéiformes elles-mêmes contiennent des indices qui prennent un sens nouveau à la lumière de ces découvertes. Dans l'épopée de Gilgamesh, le héros sumérien entreprend un voyage périlleux pour retrouver Utnapishtim, le seul homme à avoir survécu au déluge universel et à avoir reçu l'immortalité des dieux. Et où vit Utnapishtim selon le récit? À Dilmun, bien sûr. Le fait que le survivant du déluge réside à Dilmun suggère un lien profond entre cette terre et la catastrophe qui a englouti le monde ancien. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que Dilmun était effectivement le dernier refuge des survivants d'une inondation catastrophique. Ceux qui avaient réussi à fuir vers les terres plus élevées lorsque les eaux avaient commencé à monter. Le mythe sumérien de la création, connu sous le nom d'Enuma Elish, décrit également Dilmun comme le lieu où les dieux ont créé l'humanité. C'est là que les premières semences ont été plantées, là que les premiers troupeaux ont été élevés, là que les arts de la civilisation ont été enseignés aux hommes. Si nous interprétons ce mythe non pas comme une invention fantaisiste, mais comme un souvenir déformé d'événements réels, alors il nous dit que Dilmun était le lieu d'origine de la culture humaine, le point de départ à partir duquel la civilisation s'est répandue dans le monde. Les textes sumériens mentionnent également que Dilmun était gouverné par un roi prêtre nommé Ziusudra, qui invoquait l'équivalent sumérien de Noé. C'est Ziusudra qui, averti par le dieu Enki de l'imminence du déluge, a construit un bateau pour sauver sa famille et les semences de toutes les plantes et de tous les animaux. Après le déluge, Ziusudra a été transporté à Dilmun, où il a reçu la vie éternelle. Cette histoire, qui préfigure de manière frappante le récit biblique de Noé, suggère que le déluge et Dilmun sont inextricablement liés dans la mémoire sumérienne. Dilmun était peut-être le monde d'avant le déluge, le paradis perdu que les eaux ont englouti. Les preuves physiques de l'existence de Dilmun s'accumulent à mesure que les techniques archéologiques progressent. Les analyses des isotopes de strontium dans les ossements humains retrouvés dans les tumulus de Bahreïn révèlent que les populations de cette région avaient des origines diverses. Certains individus venaient de Mésopotamie, d'autres de la vallée de l'Indus, d'autres encore de régions non identifiées. Cette diversité génétique suggère que Dilmun était un carrefour, un centre d'échange où convergeaient des peuples venus de toutes les directions. Mais elle suggère aussi que certains de ces individus venaient de quelque part que nous n'avons pas encore localisé, peut-être d'une région aujourd'hui submergée. Les sceaux cylindriques de Dilmun, ces petits objets gravés
que les marchands utilisaient pour authentifier leurs transactions commerciales, constituent une autre source d'informations précieuses. Les motifs représentés sur ces sceaux sont uniques, distincts de ceux de Mésopotamie ou de la vallée de l'Indus. Ils témoignent d'une identité culturelle propre, d'une tradition artistique qui s'est développée indépendamment des grandes civilisations voisines. Les archéologues ont identifié des thèmes récurrents sur ces sceaux, notamment des scènes représentant des sources d'eau jaillissant de la terre, des jardins luxuriants, des arbres chargés de fruits. Ces images correspondent parfaitement aux descriptions de Dilmun dans les textes sumériens. Elles confirment que Dilmun n'était pas une abstraction poétique, mais une réalité vécue, un lieu concret dont les habitants célébraient les particularités géographiques. L'une des découvertes les plus intrigantes concerne le temple d'Enki à Eridu, la plus ancienne ville sumérienne connue. Eridu était considérée par les Sumériens comme la première cité jamais fondée, le lieu où la royauté était descendue du ciel. Et Eridu était consacré à Enki, le dieu de la sagesse et des eaux douces, le même dieu qui, selon les mythes, avait créé Dilmun et y avait établi le paradis terrestre. Les fouilles archéologiques à Eridu ont révélé une succession de temples superposés, le plus ancien remontant à environ 5500 ans avant notre ère. Mais ce qui est frappant, c'est que le temple le plus ancien présente déjà une architecture sophistiquée, avec des techniques de construction qui supposent des siècles, voire des millénaires de développement préalable. Où ce développement a-t-il eu lieu? Pas à Eridu, car les couches archéologiques les plus profondes reposent directement sur le sol vierge. Les constructeurs du premier temple d'Eridu sont arrivés avec leur savoir-faire déjà constitué. Ils venaient d'ailleurs. Et cet ailleurs, selon la logique géographique et les récits mythologiques, ne peut être que le plateau englouti du golfe Persique, l'ancien Dilmun. Les fondateurs d'Eridu étaient là peut-être les derniers réfugiés de Dilmun, fuyant la montée des eaux et cherchant à reconstruire leur civilisation perdue sur les terres émergées de Mésopotamie. La connexion entre Eridu et Dilmun est renforcée par un détail fascinant. Le temple d'Enki à Eridu était construit au-dessus d'une source d'eau douce naturelle, exactement comme les temples de barbares à Bahreïn. Cette répétition n'est pas fortuite. Elle suggère une continuité cultuelle, une tradition religieuse qui vénérait les sources d'eau douce comme manifestation du divin. Les prêtres d'Eridu perpétuaient les rites de Dilmun, honorant le dieu Enki selon des pratiques héritées de leurs ancêtres engloutis. La religion sumérienne, avec son panthéon complexe et ses rituels élaborés, n'était peut-être pas une création nouvelle, mais la préservation d'une tradition beaucoup plus ancienne, remontant à l'époque où Dilmun était encore une terre émergée. Les géologues qui étudient le golfe Persique ont reconstitué avec une précision remarquable l'histoire de cette région au cours des derniers 20 000 ans. Leur découverte dessine un tableau qui donne tout son sens au récit sumérien de Dilmun et du déluge. Car ce qui s'est passé dans cette région à la fin de la dernière période glaciaire n'était pas une simple montée progressive des eaux. C'était une série de catastrophes, de bouleversements soudains qui ont transformé un paradis terrestre en un tombeau aquatique. Il y a 20 000 ans, au maximum de la dernière glaciation, d'immenses quantités d'eau étaient emprisonnées dans les calottes glaciaires qui recouvraient une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ces glaciers contenaient tellement d'eau que le niveau des océans était inférieur de 120 à 130 mètres par rapport au niveau actuel. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez la Manche à sec, l'Adriatique réduite à une fraction de sa surface actuelle, et le golfe Persique entièrement émergé. À la place de cette mer peu profonde qui sépare aujourd'hui l'Iran de la péninsule arabique, s'étendait une vaste plaine alluviale, traversée par 4 grands fleuves qui fusionnaient pour former un seul cours d'eau gigantesque avant de se jeter dans l'océan Indien. Cette plaine, que les scientifiques appellent parfois l'oasis du golfe Persique, offrait des conditions de vie exceptionnelles. Le climat y était plus humide qu'aujourd'hui, les pluies de mousson atteignant des régions qui sont désormais désertiques. Les fleuves déposaient chaque année des limons fertiles, créant des sols d'une richesse inégalée. La végétation était luxuriante, avec des forêts de palmiers dattiers, des prairies verdoyantes, des marécages grouillants de vie. Les animaux y abondaient, des gazelles aux lions, des sangliers aux oiseaux migrateurs.
Pour les populations de chasseurs-cueilleurs de l'époque, cette région devait sembler un véritable jardin d'Éden, un lieu où la nature pourvoyait généreusement à tous les besoins humains. Les études paléoclimatiques confirment que cette période, entre 15 000 et 8 000 ans avant notre ère, correspondait à ce que les climatologues appellent l'optimum climatique holocène. Les températures étaient légèrement plus élevées qu'aujourd'hui, les précipitations plus abondantes dans les régions tropicales et subtropicales. Le Sahara lui-même était une savane verdoyante, parcourue par des rivières et peuplée d'hippopotames et de crocodiles. L'Arabie n'était pas le désert brûlant que nous connaissons, mais une terre de lacs et de rivières, où les populations humaines prospéraient. Dans ce contexte, le plateau du golfe Persique devait être l'un des environnements les plus favorables de la planète. Un lieu où l'humanité pouvait s'épanouir et développer les premières formes de civilisation complexe. Mais cette période bénie ne pouvait pas durer éternellement, car les glaciers qui avaient emprisonné tant d'eau commençaient à fondre. Et cette fonte, loin d'être un processus lent et régulier, s'est produite par à-coups brutaux, libérant des quantités colossales d'eau en des temps très courts. Les géologues ont identifié plusieurs de ces événements catastrophiques, qu'ils appellent des impulsions de fonte glaciaire. La plus importante de ces impulsions s'est produite il y a environ 14 600 ans, un événement connu sous le nom d'impulsion de fonte 1A. En quelques siècles seulement, le niveau des océans a monté de près de 20 mètres, engloutissant des milliers de kilomètres carrés de terre côtière à travers le monde. Pour les habitants du plateau du golfe Persique, cette montée des eaux devait être terrifiante. Imaginez voir la mer avancer inexorablement, année après année, décennie après décennie, dévorant les terres que vos ancêtres avaient cultivées, submergeant les villages où vous aviez grandi. Les populations n'avaient d'autre choix que de fuir vers les hauteurs, abandonnant leurs foyers, leurs temples, leurs morts. Certains ont dû périr dans les inondations soudaines qui accompagnaient les événements les plus violents. D'autres ont réussi à atteindre les terres émergées, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient sauver de leur culture et de leur mémoire. Mais la montée des eaux ne s'est pas arrêtée là. Une deuxième impulsion de fonte majeure s'est produite il y a environ 11 600 ans, connue sous le nom d'impulsion de fonte 1B. Cette fois, le niveau des océans a monté de près de 15 mètres supplémentaires. Le plateau du golfe Persique, qui avait déjà perdu une partie significative de sa surface, a été encore davantage réduit. Les terres les plus basses, les plus fertiles, celles où se concentraient probablement les établissements humains les plus importants, ont été englouties sous les flots. Le processus s'est poursuivi pendant des millénaires, chaque génération voyant la mer grignoter un peu plus le territoire de ses ancêtres. Il y a environ 8000 ans, le golfe Persique actuel a commencé à se former. L'eau de mer s'est engouffrée dans le bassin, transformant l'ancienne vallée fluviale en une mer intérieure peu profonde. Les derniers vestiges du plateau émergés, les îles de Bahreïn et les côtes actuelles du golfe, sont devenus les refuges des survivants. C'est là que la civilisation de Dilmun a continué à exister, préservant le souvenir du monde englouti tout en s'adaptant aux nouvelles conditions. Les Dilmunites sont devenus des marins et des marchands, naviguant sur les eaux qui recouvraient la terre de leurs ancêtres, plongeant peut-être pour récupérer des objets dans les ruines submergées. Les carottages sédimentaires effectués au fond du golfe Persique racontent cette histoire avec une précision scientifique. Dans les couches les plus profondes, on trouve des sols terrestres, avec des pollens de plantes terrestres, des restes d'animaux terrestres, des traces d'activité humaine. Puis vient une couche de transition, mélange de sédiments terrestres et marins, qui marque le moment de l'inondation. Et au-dessus, les sédiments marins qui se sont accumulés pendant les 8 derniers millénaires. Cette séquence stratigraphique est la preuve irréfutable que le golfe Persique était autrefois une terre émergée, et que cette terre a été engloutie par une montée des eaux relativement rapide à l'échelle géologique. Les analyses isotopiques des coquillages fossiles retrouvés dans ces carottages permettent de reconstituer les conditions environnementales passées avec une grande précision. Les rapports entre différents isotopes de l'oxygène renseignent sur la température et la salinité de l'eau à différentes époques. Ces analyses confirment que le golfe Persique a connu des variations environnementales majeures
au cours des derniers 15 000 ans, avec des périodes de forte salinité correspondant à l'isolement partiel du bassin et des périodes de salinité plus faibles correspondant à l'apport d'eau douce par les fleuves. Ces fluctuations témoignent d'un environnement dynamique en constante évolution, bien différent de la mer relativement stable que nous connaissons aujourd'hui. Les mathématiques ne mentent pas, même si l'histoire officielle peut le faire. Les calculs hydrodynamiques montrent que la montée des eaux dans le golfe Persique ne s'est pas produite de manière uniforme. La configuration particulière de ce bassin, avec son entrée étroite par le détroit d'Ormuz et sa faible profondeur moyenne, a créé des conditions propices à des inondations brutales. Lorsque le niveau de l'océan Indien s'élevait au-delà d'un certain seuil, l'eau se déversait soudainement dans le golfe, telle une vague de marée géante. Ces événements catastrophiques pouvaient en se produire en quelques jours ou quelques semaines, submergeant des territoires entiers avant que les populations aient le temps de fuir. Les modélisations informatiques réalisées par des équipes de géophysiciens ont simulé ces scénarios d'inondation. Les résultats sont saisissants. Lors des événements les plus violents, des vagues de plusieurs mètres de hauteur pouvaient déferler sur les terres basses, balayant tout sur leur passage. Les établissements humains situés dans la plaine centrale du Golfe n'avaient aucune chance de survie face à de tels cataclysmes. Seuls ceux qui avaient eu la présence d'esprit de fuir vers les hauteurs ou qui avaient la chance de se trouver sur des terrains plus élevés pouvaient espérer survivre. Ces modélisations donnent une dimension nouvelle au récit de déluge transmis par les Sumériens. Ce n'étaient pas des exagérations mythiques, mais des descriptions, certes stylisées, d'événements réels vécus par leurs ancêtres. La géologie du golfe Persique révèle également un autre phénomène crucial pour comprendre l'attrait que cette région exerçait sur les populations anciennes. Sous le fond marin actuel, à des profondeurs variant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, s'étend un vaste aquifère d'eau douce. Cette nappe phréatique, alimentée par les infiltrations des fleuves mésopotamiens, contient des milliards de mètres cubes d'eau potable. Et cette eau, sous pression, jaillit naturellement en de nombreux points du golfe, créant des sources sous-marines d'eau douce au milieu de la mer Salée. Les plongeurs qui explorent le golfe Persique connaissent bien ces sources. Elles créent des phénomènes visuels spectaculaires, des remontées d'eau limpides qui contrastent avec l'eau de mer plus trouble. Les pêcheurs locaux les utilisent depuis des temps immémoriaux pour remplir leurs jarres d'eau potable en pleine mer. Et les archéologues pensent que ces mêmes sources existaient déjà lorsque le golfe était une terre émergée, jaillissant alors à la surface du sol comme des fontaines naturelles. Ces sources d'eau douce auraient été des lieux de rassemblement privilégiés pour les populations humaines, des oasis autour desquelles se seraient même développés les premiers établissements permanents. Les textes sumériens décrivent Dilmun comme un lieu où l'eau douce jaillissait miraculeusement de la terre. Cette description, que les historiens ont longtemps considérée comme une simple métaphore religieuse, prend un sens littéral à la lumière de la géologie du golfe Persique. Les sources artésiennes qui caractérisent dans cette région auraient effectivement semblé miraculeuses aux yeux des anciens. Dans un environnement où l'eau potable était la ressource la plus précieuse, ces jaillissements naturels d'eau pure auraient été vénérés comme des dons divins. Les temples auraient été construits autour de ces sources. Les rituels auraient célébré leur générosité. Les mythes auraient raconté leur origine surnaturelle. Le dieu Enki, la divinité principale de Dilmun selon les textes sumériens, était précisément le dieu des eaux douces souterraines. Son nom sumérien signifie littéralement « seigneur de la terre », mais il était surtout associé à l'Apsu, cet océan d'eau douce que les Mésopotamiens croyaient situé sous la surface terrestre. Les mythes racontent qu'Enki avait créé les sources de Dilmun en perçant la terre de son pénis divin, fertilisant ainsi le sol aride et faisant jaillir la vie. Cette image, aussi crue qu'elle puisse paraître à notre sensibilité moderne, exprime une vérité géologique profonde. Les sources artésiennes du golfe Persique sont effectivement le résultat de la pression exercée par les eaux souterraines, qui cherchent à s'échapper vers la surface à travers les failles et les fissures du sous-sol. Les anciens, sans connaître les mécanismes hydrogéologiques, avaient intuitivement compris l'essence du phénomène. La connexion entre Dilmun et les sources d'eau douce
explique peut-être aussi le rôle de cette terre dans les récits d'immortalité. L'épopée de Gilgamesh raconte que le héros, désespéré par la mort de son ami Enkidu, entreprend un voyage périlleux pour trouver le secret de la vie éternelle. Ce voyage le conduit jusqu'à Dilmun, où vit Utnapishtim, le seul humain à avoir reçu l'immortalité des dieux. Utnapishtim révèle finalement à Gilgamesh l'existence d'une plante miraculeuse qui pousse au fond des eaux et qui a le pouvoir de rajeunir celui qui la consomme. Gilgamesh plonge pour cueillir cette plante, mais un serpent la lui dérobe pendant son sommeil, condamnant l'humanité à rester mortelle. Cette histoire contient des éléments qui résonnent étrangement avec ce que nous savons de la géologie du golfe Persique. Une plante au fond des eaux, dans une région caractérisée par des sources sous-marines d'eau douce, un paradis terrestre englouti, accessible uniquement par la plongée, un secret de vie caché sous les flots. Peut-être que ce mythe préserve le souvenir d'une époque où les Dilmunites plongeaient effectivement dans les eaux du golfe naissant, cherchant à récupérer quelque chose de précieux dans les ruines de leur monde englouti. Les perles, peut-être, pour lesquelles le golfe Persique est devenu célèbre, ou des objets rituels, des reliques du temps d'avant le déluge, ou simplement l'eau douce elle-même, cette ressource vitale qui jaillissait désormais sous la surface de la mer. Les études de l'ADN ancien commencent à apporter de nouvelles pièces au puzzle de Dilmun. Les analyses génétiques des restes humains retrouvés à Bahreïn et dans les sites côtiers du golfe Persique révèlent une population génétiquement distincte, qui ne correspond entièrement ni aux Mésopotamiens, ni aux habitants de la vallée de l'Indus, ni au peuple d'Arabie. Cette signature génétique unique suggère une population qui s'est développée relativement isolée pendant une longue période, peut-être sur le plateau englouti du golfe Persique avant qu'il ne soit submergé. Les Dilmunites auraient constitué un groupe humain à part, avec leur propre histoire évolutive, leur propre culture, leur propre identité. Les traces de cette identité distincte se retrouvent dans de nombreux aspects de la culture dilmunite. L'architecture des temples de Bahreïn, par exemple, présente des caractéristiques uniques qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Les rituels funéraires, avec ces immenses tumulus qui parsèment l'île, témoignent de croyances sur l'au-delà qui diffèrent de celles des civilisations voisines. Les sceaux cylindriques, ces petits objets d'art qui servaient à authentifier les documents commerciaux, portent des motifs iconographiques propres à Dilmun. Tout cela indique une civilisation qui, tout en entretenant des relations commerciales intenses avec ses voisins, avait su préserver son originalité culturelle. La position géographique de Dilmun, au carrefour des routes commerciales entre la Mésopotamie et la vallée de l'Indus, en a fait un centre d'échange d'une importance capitale. Les tablettes cunéiformes retrouvées en Mésopotamie mentionnent régulièrement le commerce avec Dilmun, énumérant les produits importés de cette terre lointaine. Le cuivre, l'ivoire, les pierres précieuses, les perles, le bois exotique, les épices, tout transitait par les ports dilmunites. Les marchands de Dilmun étaient réputés dans tout le monde antique pour leur habileté commerciale et leur intégrité. Ils servaient d'intermédiaires entre des civilisations qui ne se connaissaient pas directement, facilitant les échanges de biens, mais aussi d'idées, de techniques, de croyances. Ce rôle d'intermédiaire culturel explique peut-être pourquoi les Sumériens vénéraient tant Dilmun. Ce n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un pont vers d'autres mondes, une porte ouverte sur des connaissances exotiques et des sagesses lointaines. Les prêtres dilmunites, gardiens des traditions ancestrales, étaient peut-être considérés comme les dépositaires d'une sagesse plus ancienne que celle des Sumériens eux-mêmes. Les pèlerins venaient peut-être à Dilmun pour consulter ces sages, pour s'initier à des mystères transmis depuis l'époque où le monde n'avait pas encore été englouti par les eaux. Les récits de déluge, que l'on retrouve dans presque toutes les cultures anciennes, prennent une dimension nouvelle lorsqu'on les examine à la lumière des découvertes sur Dilmun et le plateau englouti du golfe Persique. Le déluge sumérien, tel qu'il est raconté dans les tablettes cunéiformes, n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'une série de catastrophes qui ont marqué la fin d'un monde et le début d'un autre. Les dieux, dit le mythe, avaient décidé de détruire l'humanité parce qu'elle était devenue trop bruyante, troublant le sommeil divin par ses activités incessantes. Seul Ziusudra, averti par le dieu Enki, a pu échapper au cataclysme en construisant un bateau
et en y embarquant les semences de toute vie. Cette histoire, si on la dépouille de ses éléments surnaturels, pourrait être le souvenir d'un événement réel. Une civilisation florissante, développée sur le plateau fertile du golfe Persique, aurait été anéantie par la montée soudaine des eaux à la fin de la dernière période glaciaire. Les survivants, ceux qui avaient eu la sagesse ou la chance de fuir à temps, auraient emporté avec eux le souvenir de cette catastrophe. Au fil des générations, ce souvenir se serait transformé en mythe, les causes naturelles de l'inondation étant remplacées par une intervention divine, les détails concrets étant amplifiés et stylisés pour créer un récit plus frappant et plus mémorable. La Bible elle-même pourrait préserver un écho de cette catastrophe d'Ilmunite. Le récit du déluge dans la Genèse présente des similitudes frappantes avec les versions mésopotamiennes, ce qui suggère une source commune. Mais la Bible mentionne également un lieu appelé Éden, un jardin paradisiaque où Dieu avait placé les premiers humains et d'où ils furent chassés après avoir désobéi. Les descriptions bibliques d'Éden, avec ses 4 fleuves, sa végétation luxuriante, son climat idyllique, correspondent remarquablement à ce que nous savons du plateau englouti du golfe Persique. Certains chercheurs, comme l'archéologue Juris Zarins, ont proposé que le jardin d'Éden biblique n'était autre que le plateau du golfe Persique avant son engloutissement. Cette hypothèse expliquerait pourquoi la Bible situe Éden près de l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, précisément là où se trouve aujourd'hui le golfe Persique. Elle expliquerait aussi pourquoi Éden est décrit comme un paradis perdu, inaccessible aux humains, gardé par un ange armé d'une épée de feu. Le paradis n'a pas été fermé par une intervention divine, mais par la montée des eaux. La mer elle-même est devenue cette barrière infranchissable qui empêche l'humanité de retourner dans le jardin de ses origines. Le mythe de l'expulsion du paradis pourrait être la transposition symbolique d'une expulsion bien réelle, celle des populations chassées de leurs terres par les flots du déluge. Les 4 fleuves d'Éden mentionnés dans la Genèse constituent un indice particulièrement intéressant. Le texte biblique nomme le Tigre et l'Euphrate, que nous connaissons bien, mais aussi 2 autres fleuves appelés Pishon et Gihon, dont l'identification a longtemps posé problème aux exégètes. Les études géologiques du golfe Persique ont révélé l'existence d'anciens lits de rivières, aujourd'hui asséchés ou submergés, qui coulèrent autrefois depuis l'Arabie et l'Iran vers le plateau central du golfe. Ces rivières sont fossiles, identifiées grâce à l'imagerie satellite et aux prospections géophysiques, pourraient me correspondre aux mystérieux Pishon et Gihon de la tradition biblique. Si tel est ce cas, alors la Genèse préserverait un souvenir géographique précis d'un paysage qui a cessé d'exister il y a plus de 8000 ans. La mémoire collective de l'humanité fonctionne d'une manière étrange et fascinante. Les événements les plus traumatisants, les catastrophes les plus dévastatrices ne disparaissent jamais complètement de la conscience des peuples. Ils se transforment, ils s'adaptent, ils prennent des formes nouvelles à mesure qu'ils sont transmis de génération en génération. Mais leur essence demeure, comme un noyau de vérité enrobée dans les couches successives de l'interprétation mythologique. Et si l'on observe les traditions anciennes de toutes les civilisations qui ont prospéré autour du golfe Persique et au-delà, on y retrouve invariablement le même thème obsédant. Le souvenir d'un monde perdu, d'un paradis englouti, d'une sagesse ancienne que les eaux ont emportée, mais que les hommes n'ont jamais cessé de chercher. Les Sumériens n'étaient pas les seuls à parler d'un déluge universel et d'une terre bénie engloutie par les flots. Les Babyloniens, qui leur ont succédé en Mésopotamie, ont préservé et enrichi ces récits. L'épopée d'Atrahasis, composée vers 1700 avant notre ère mais basée sur des traditions bien plus anciennes, raconte en détail l'histoire du déluge et de son unique survivant. Le texte décrit comment les dieux, épuisés par le labeur de la création, avaient façonné les humains pour qu'ils travaillent à leur place. Mais les humains s'étaient multipliés si rapidement et faisaient tant de bruit que les dieux ne pouvaient plus dormir. Enlil, le roi des dieux, décida donc d'anéantir l'humanité par un déluge. Seul Atrahasis, averti par le dieu Enki, put échapper au cataclysme en construisant un bateau. Cette histoire, que l'on retrouve avec des variantes dans l'épopée de Gilgamesh
et dans le récit biblique de Noé, n'est pas un simple conte moral sur l'obéissance aux dieux. C'est un témoignage transmis à travers les âges d'un événement qui a profondément marqué les populations du Proche-Orient ancien. Le bruit des humains, qui troublait le sommeil des dieux, pourrait être une métaphore de l'activité intense d'une civilisation florissante. L'eau qui monte inexorablement jusqu'à recouvrir les montagnes pourrait être le souvenir amplifié de la transgression marine qui a englouti le plateau du golfe Persique. Et le bateau d'Atrahasis, rempli des semences de toute vie, pourrait représenter les réfugiés qui ont fui vers les terres émergées, emportant avec eux leur culture, leur savoir, leur mémoire. Les traditions iraniennes offrent un autre angle de vue sur ces événements antédiluviens. Le Bundahishn, un texte zoroastrien compilé au IXe siècle de notre ère mais basé sur des traditions beaucoup plus anciennes, décrit un monde primordial appelé Eryanem Vaja, le berceau des Ariens. Cette terre bénie, située selon le texte quelque part à l'est de l'Iran, était un paradis où régnait un printemps éternel, où les plantes et les animaux prospéraient, où les humains vivaient dans la paix et l'abondance. Mais un jour, l'esprit du mal envoya un terrible hiver sur cette terre, la recouvrant de glace et de neige, forçant ses habitants à fuir vers des régions plus clémentes. Les spécialistes de la mythologie comparée ont longtemps débattu de la signification de ce récit. Certains y voient le souvenir d'une migration depuis les steppes d'Asie centrale. D'autres proposent une interprétation climatique, liée aux fluctuations de température à la fin de la dernière période glaciaire. Mais une lecture attentive du texte révèle des détails troublants. Le Bundahishn mentionne que le mal avait transformé l'eau en glace et rendu la terre inhabitable. Or, pour les habitants du plateau du golfe Persique, l'inverse s'est produit. Ce n'est pas la glace qui les a chassés, mais l'eau, la mer qui a englouti leur terre. Cependant, la structure du récit est la même. Un paradis originel, une catastrophe naturelle, un exil forcé, la préservation du savoir par les survivants. Plus fascinant encore, les traditions zoroastriennes mentionnent un personnage appelé Yima, qui fut averti par le dieu Ahura Mazda de l'imminence de la catastrophe. Yima construisit un vara, une enceinte fortifiée, où il rassembla les meilleurs spécimens de toutes les espèces animales et végétales, ainsi que les humains les plus vertueux. Lorsque le terrible hiver s'abattit sur le monde, ceux qui étaient à l'intérieur du vara survécurent, préservant les semences de la vie pour les générations futures. Cette histoire est si proche de celle de Noé et de Ziusudra qu'il est impossible de ne pas y voir une source commune, un événement réel qui a été préservé dans les mémoires de différents peuples sous des formes légèrement différentes. Les traditions de l'Inde ancienne ajoutent encore une couche à ce tableau complexe. Les textes védiques, les plus anciens écrits de la civilisation indienne, mentionnent un déluge cosmique appelé Pralaya, qui détruisit le monde précédent et donna naissance à l'ère actuelle. Le Shatapatha Brahmana raconte comment Manu, le premier homme, fut averti par un poisson miraculeux de l'imminence d'une inondation catastrophique. Manu construisit un bateau, y chargea des semences de toutes les plantes et navigua sur les eaux du déluge jusqu'à ce qu'elles se retirent. Lorsqu'il débarqua enfin sur les pentes de l'Himalaya, il était le seul survivant de l'humanité ancienne, chargé de repeupler la terre et de transmettre les connaissances des ancêtres. La similitude entre Manu et Noé, entre le poisson védique et le dieu Enki qui avertit Ziusudra, entre le bateau de Manu et l'arche de Noé, est trop frappante pour être fortuite. Ces récits ne peuvent pas avoir été inventés indépendamment. Ils doivent provenir d'une source commune, d'un événement réel qui s'est imprimé si profondément dans la mémoire humaine qu'il a traversé les millénaires et les frontières culturelles. Et cette source commune pourrait bien être le cataclysme qui a englouti le plateau du golfe Persique, dispersant ses habitants vers la Mésopotamie, vers l'Iran, vers la vallée de l'Indus, chacun emportant sa propre version de l'histoire. La civilisation de l'Indus elle-même, cette mystérieuse culture qui a prospéré dans l'actuel Pakistan entre 3300 et 1900 avant notre ère, présente des liens intrigants avec Dilmun. Les fouilles archéologiques à Bahreïn ont mis au jour de nombreux objets d'origine indusienne, des sceaux, des poteries, des bijoux, témoignant d'un commerce intense entre ces deux régions. Mais les similitudes vont au-delà du simple échange commercial. L'urbanisme de la civilisation de l'Indus
avec ses rues en grille, ses systèmes d'évacuation des eaux, ses bains publics, rappelle étrangement les descriptions que les textes sumériens font de Dilmun. Se pourrait-il que les fondateurs de la civilisation de l'Indus aient été, eux aussi, des réfugiés du plateau englouti, des Dilmunites qui auraient migré vers l'est plutôt que vers le nord? L'écriture de la civilisation de l'Indus, qui n'a toujours pas été déchiffrée malgré des décennies d'efforts, ajoute au mystère. Cette écriture, composée de symboles géométriques et de pictogrammes, ne ressemble à aucun autre système d'écriture connu. Certains chercheurs ont proposé des liens avec les écritures proto-élamites ou proto-sumériennes, mais aucune connexion définitive n'a pu être établie. Si les fondateurs de la civilisation de l'Indus venaient effectivement de Dilmun, leur écriture pourrait être la continuation d'un système graphique développé sur le plateau du golfe Persique avant son engloutissement. Dans ce cas, déchiffrer l'écriture indusienne pourrait nous ouvrir une fenêtre sur le monde perdu de Dilmun. Les mythes arabes pré-islamiques offrent une autre perspective fascinante sur le souvenir de Dilmun. Les anciens arabes parlaient encore d'une région appelée Hiram aux colonnes, une cité fabuleuse qui aurait prospéré dans les déserts de l'Arabie du Sud avant d'être détruite par la colère divine. Le Coran mentionne brièvement Hiram, décrivant ses habitants, les Had, comme un peuple puissant et arrogant qui fut anéanti pour son impiété. Pendant des siècles, les historiens occidentaux ont considéré Hiram comme une pure légende, une Atlantide arabe sans fondement historique. Mais les découvertes archéologiques récentes ont commencé à remettre en question cette certitude. En 1992, des images satellites ont révélé les traces d'une ancienne route commerciale enfouie sous les sables du désert d'Oman. Cette route, suivie par des équipes d'archéologues, a conduit à la découverte d'une cité antique jusqu'alors inconnue, identifiée par certains chercheurs comme la légendaire Ubar, un autre nom possible d'Hiram. Les fouilles ont mis au jour une forteresse octogonale, des puits profonds, des traces d'une activité commerciale intense centrée sur le commerce de l'encens. La cité semble avoir été brutalement abandonnée après l'effondrement d'une cavité souterraine qui a englouti une partie des bâtiments. Encore une fois, une civilisation prospère, détruite par un cataclysme soudain. Encore une fois, le thème de l'engloutissement. Se pourrait-il que les récits d'Hiram, d'Ubar, de la cité aux colonnes, soient liés d'une manière ou d'une autre au souvenir de Dilmun? Les routes commerciales qui traversèrent l'Arabie connectèrent la Mésopotamie au Yémen et à l'Oman, passant près des côtes du golfe Persique. Les marchands qui empruntaient ces routes auraient entendu les histoires de Dilmun, le paradis englouti, et auraient pu les transposer dans leur propre contexte géographique. Avec le temps, Dilmun serait devenu Hiram. Le plateau du golfe Persique se serait transformé en désert arabique, mais le thème central serait resté le même. Une civilisation glorieuse, une punition divine, un monde perdu sous les eaux ou sous les sables. Les textes sumériens eux-mêmes contiennent des indices sur ce que savaient les anciens Mésopotamiens à propos du monde d'avant le déluge. La liste royale sumérienne, un document fascinant qui énumère tous les rois ayant régné sur Sumer depuis les origines, fait une distinction nette entre la période d'avant le déluge et celle d'après. Avant le déluge, selon ce texte, la royauté était descendue du ciel et avait été exercée successivement par 8 ou 10 rois. Selon les versions, qui régnèrent pendant des durées fabuleuses, plusieurs dizaines de milliers d'années chacun. Puis le déluge balaya tout, et la royauté descendit à nouveau du ciel pour être exercée par des rois au règne beaucoup plus court et plus réaliste. Cette division entre avant et après, le déluge suggère que les Sumériens avaient conscience d'une rupture fondamentale dans l'histoire humaine, d'un événement qui avait mis fin à un monde et inauguré un autre. Les durées de règne fabuleuses attribuées aux rois antédiluviens ne doivent pas être prises littéralement, bien sûr. Elles expriment plutôt l'idée que le monde d'avant était radicalement différent du monde d'après, que le temps s'y écoulait autrement, que les lois ordinaires n'y avaient pas cours. En d'autres termes, les Sumériens reconnaissaient qu'ils n'avaient accès au monde antédiluvien que par des récits fragmentaires et déformés, qu'ils ne pouvaient pas vraiment le comprendre avec les catégories de leur propre expérience. Les 7 sages, ou Apkallu en akkadien, constituent un autre élément fascinant de cette mémoire antédiluvienne. Selon la tradition mésopotamienne, avant le déluge,
7 êtres semi-divins étaient venus du monde souterrain pour enseigner aux humains les arts de la civilisation. Ces sages, représentés dans l'art mésopotamien comme des créatures mi-homme, mi-poisson ou mi-homme, mi-oiseau, avaient transmis aux premiers rois les secrets de l'écriture, de l'architecture, de la médecine, de l'astronomie, de la divination. Après le déluge, leur enseignement avait été préservé par les prêtres et les scribes, formant le fondement de la culture mésopotamienne. Cette tradition des 7 sages qui viennent de la mer pour civiliser, l'humanité trouve un écho remarquable dans les récits d'autres cultures. En Égypte, les textes des pyramides mentionnent des êtres primordiaux, les Cheptiou, qui étaient apparus à l'aube des temps pour établir les fondements de la civilisation. En Grèce, Platon parlait de dieux et de demi-dieux qui avaient régné sur l'humanité pendant un âge d'or révolu. En Inde, les rishis, ces sages mythiques qui avaient composé les Védas, étaient présentés comme les dépositaires d'une connaissance transmise depuis les origines du monde. Partout, le même schéma se répète. Des êtres supérieurs, venus d'un ailleurs mystérieux, qui apportent la civilisation aux humains avant de disparaître, laissant derrière eux un héritage de sagesse que les générations suivantes s'efforcent de préserver. Se pourrait-il que ces récits préservent le souvenir des Dilmunites, ces réfugiés du plateau englouti qui auraient apporté leur civilisation avancée aux populations moins développées des terres émergées? Les 7 sages qui émergent de la mer ne seraient-ils pas les survivants du déluge, ceux qui avaient navigué sur les eaux du cataclysme et avaient débarqué sur les rivages de Mésopotamie avec leur savoir intact? Leur apparence mi-humaine, mi-poisson, dans l'art mésopotamien, pourrait symboliser leur double nature, leur appartenance à 2 mondes, celui de la terre ferme, où ils vivèrent désormais, et celui des profondeurs, où reposait leur patrie engloutie. Les prêtres de Dilmun, tels qu'ils sont décrits dans les textes cunéiformes, jouissaient d'un prestige considérable dans tout le monde mésopotamien. Ils étaient consultés pour leur sagesse, leur connaissance des rites ancestraux, leur capacité à communiquer avec les puissances divines. Les temples de Dilmun étaient des centres de pèlerinage où venaient des fidèles de toute la région, cherchant la guérison, la purification, l'illumination spirituelle. Cette réputation exceptionnelle suggère que Dilmun n'était pas seulement un centre commercial, mais aussi un centre spirituel, un lieu où se perpétuaient des traditions religieuses d'une antiquité particulière. La purification par l'eau jouait un rôle central dans les rituels dilmunites, ce qui n'est pas surprenant étant donné l'importance des sources d'eau douce dans cette région. Les textes décrivent des cérémonies où les prêtres se baignaient dans les eaux sacrées, où les fidèles étaient aspergés pour être purifiés de leurs souillures, où des libations étaient offertes aux dieux en versant de l'eau pure sur le sol. Ces rituels aquatiques, qui ont ensuite été adoptés par les religions mésopotamiennes et qui persistent encore aujourd'hui sous des formes diverses dans le baptême chrétien ou les ablutions musulmanes, pourraient avoir leur origine dans le culte dilmunite des sources sacrées. Le symbolisme de l'eau dans les religions anciennes est d'une richesse inépuisable. L'eau est à la fois source de vie et instrument de mort, élément purificateur et force destructrice, symbole de renaissance et de dissolution. Le déluge lui-même, dans les traditions mésopotamiennes, n'était pas seulement une punition, mais aussi une purification, une destruction nécessaire pour permettre un nouveau commencement. Les eaux qui avaient englouti le monde ancien avaient aussi lavé ses impuretés, préparant le terrain pour une humanité régénérée. Cette ambivalence de l'eau reflète peut-être l'expérience des survivants de Dilmun, pour qui la mer avait été à la fois la tombe de leur monde et le chemin vers leur nouvelle vie. Les perles du golfe Persique, pour lesquelles cette région était célèbre dans toute l'Antiquité, participaient également de ce symbolisme aquatique. Ces petites sphères nacrées, arrachées aux profondeurs de la mer par des plongeurs intrépides, étaient considérées comme des larmes des dieux ou des gouttes de rosée céleste tombées dans l'océan. Leur formation à l'intérieur des huîtres, par l'accumulation successive de couches de nacre autour d'un grain de sable irritant, évoquait les mystères de la création, la transmutation d'une impureté en objet de beauté. Pour les Dilmunites et leurs héritiers, la perle était le symbole parfait de leur propre histoire.
Comme la perle naît de la souffrance de l'huître et de la pression des profondeurs, leur civilisation était née du traumatisme du déluge et de l'engloutissement de leur monde. Le commerce des perles a fait la fortune de Dilmun pendant des millénaires. Les plongeurs dilmunites étaient réputés pour leur habileté et leur courage, descendant à des profondeurs vertigineuses, retenant leur souffle pendant des minutes entières, risquant leur vie pour rapporter ces trésors des abysses. Cette profession, transmise de père en fils, a perduré dans le golfe Persique jusqu'au XXe siècle, lorsque les perles de culture japonaise ont mis fin à cette tradition millénaire. Mais pendant des milliers d'années, les perles du golfe Persique ont orné les couronnes des rois et les colliers des reines, de la Mésopotamie à l'Égypte, de la Perse à Rome. Chaque perle était un fragment du monde englouti, un souvenir tangible de Dilmun remonté des profondeurs. Les récits de plongeurs qui auraient découvert des ruines au fond du golfe Persique circulent depuis des siècles parmi les communautés de pêcheurs de la région. Ces histoires, longtemps rejetées comme des légendes de marins, prennent une nouvelle signification à la lumière des découvertes archéologiques récentes. Les pêcheurs parlent de murs de pierre, de colonnes effondrées, de places pavées aperçues dans les eaux claires des jours calmes. Ils racontent que leurs ancêtres évitaient certaines zones, considérées comme hantées par les esprits des anciens. Ils transmettent des noms de lieux qui ne figurent sur aucune carte, des noms qui désignent des caractéristiques du fond marin, des récifs, des hauts fonds, des zones où l'eau douce jaillit des profondeurs. Ces connaissances traditionnelles, transmises oralement depuis des générations, pourraient même contenir des informations précieuses sur la localisation des sites archéologiques submergés. Les archéologues commencent à prendre au sérieux ces récits populaires, à interroger les anciens pêcheurs, à cartographier les zones qu'ils signalent comme particulières. Cette collaboration entre sciences modernes et savoirs traditionnels pourrait s'avérer fructueuse, permettant de cibler les recherches sous-marines sur les zones les plus prometteuses. Car les habitants du golfe Persique n'ont jamais oublié que leur mer recouvre un monde ancien, que sous les vagues reposent les vestiges d'un paradis perdu. L'archéologie sous-marine du golfe Persique en est encore à ses balbutiements, mais les quelques explorations qui ont été menées ont déjà livré des résultats qui dépassent toutes les attentes. En 2015, une équipe internationale utilisant des véhicules sous-marins télécommandés a exploré une zone située à environ 40 km au large de la côte koweïtienne. Les images capturées par les caméras du submersible ont révélé des formations étranges sur le fond marin, des alignements de pierres qui semblaient trop réguliers pour être naturels, des dépressions circulaires évoquant des fondations de bâtiments, des amas de blocs qui pourraient être les ruines de structures effondrées. Les sceptiques ont immédiatement objecté que ces formations pouvaient avoir des explications géologiques naturelles. Les courants marins, l'érosion, les processus de sédimentation peuvent créer des structures qui ressemblent superficiellement à des constructions humaines. Cette prudence scientifique est louable et nécessaire. Mais les chercheurs qui ont étudié ces images notent plusieurs caractéristiques troublantes. Les alignements de pierres suivent des orientations cohérentes, comme s'ils avaient été disposés selon un plan préétabli. Les dépressions circulaires ont des dimensions remarquablement uniformes, suggérant une construction standardisée. Et surtout, ces formations se situent précisément dans les zones où, selon les modèles géologiques, auraient dû se trouver les terres les plus fertiles du plateau englouti. Les techniques de prospection géophysique offrent de nouvelles possibilités pour explorer le fond du golfe Persique sans même plonger. Le sonar à balayage latéral permet de cartographier le relief sous-marin avec une précision centimétrique, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Le magnétomètre détecte les anomalies du champ magnétique terrestre causées par la présence de métaux ou de roches cuites, indicateur potentiel d'activité humaine ancienne. Le sous-sondeur de sédiments pénètre les couches de vase et de sable accumulées au fil des millénaires, révélant ce qui se cache en dessous. Ces outils, combinés aux techniques de télédétection satellitaire, permettent d'établir des cartes détaillées du fond marin et d'identifier les zones les plus prometteuses pour des explorations futures. Les résultats préliminaires de ces prospections sont encourageants. Plusieurs zones du golfe Persique présentent des anomalies géophysiques compatibles avec la présence de structures anthropiques. Des alignements magnétiques
suggérant la présence de matériaux brûlés ou de métaux travaillés. Des réflecteurs acoustiques indiquent dans des surfaces dures enfouies sous les sédiments. Peut-être des sols pavés ou des fondations de pierre. Ces indices ne constituent pas des preuves définitives, bien sûr. Seules des fouilles archéologiques proprement dites, avec récupération d'artefacts et datation précise, pourraient la confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une civilisation engloutie. Mais ils justifient amplement des recherches plus approfondies. Le principal obstacle à ces recherches n'est pas technique, mais politique. Le golfe Persique est l'une des régions les plus disputées de la planète, riche en pétrole et en tensions géopolitiques. Les pays riverains, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Oman ont des relations complexes qui ne facilitent pas la coopération scientifique internationale. Les zones maritimes sont contestées, les autorisations de recherche difficiles à obtenir, les équipes étrangères regardées avec méfiance. Dans ce contexte, l'archéologie sous-marine du golfe Persique reste largement inexplorée, un trésor scientifique verrouillé par les rivalités humaines. Pourtant, l'enjeu dépasse de loin les querelles territoriales et les intérêts économiques. Ce qui se trouve au fond du golfe Persique pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine. Si les hypothèses de Jeffrey Rose et d'autres chercheurs se confirment, nous aurions la preuve qu'une civilisation avancée a existé des milliers d'années avant ce que l'histoire officielle reconnaît. Nous aurions la confirmation que le récit du déluge, présent dans presque toutes les cultures anciennes, n'est pas un mythe, mais un souvenir d'événements réels. Nous aurions enfin localisé le paradis perdu, cette terre bénie dont le souvenir hante l'humanité depuis la nuit des temps. Rassemblons maintenant les pièces du puzzle que nous avons examinées au cours de cette exploration. Nous avons la pierre, ces vestiges archéologiques de Bahreïn et des côtes du golfe Persique, ces temples construits sur des fondations plus anciennes, ces tumulus innombrables, ces sceaux au style unique, ces structures submergées détectées par les instruments modernes. Ces preuves matérielles témoignent d'une civilisation qui a prospéré dans cette région pendant des millénaires. Une civilisation distincte de la Mésopotamie et de la vallée de l'Indus, mais entretenant des relations intenses avec les deux. Nous avons la Terre, les données géologiques et climatiques qui décrivent un monde radicalement différent à la fin de la dernière période glaciaire. Un plateau fertile là où se trouve aujourd'hui une mer, des fleuves là où s'étendent maintenant des fonds sablonneux, des forêts et des prairies là où règne l'eau salée. Et surtout, nous avons le récit de l'engloutissement, la montée des eaux documentée par les carottages sédimentaires, les modèles hydrodynamiques, les analyses isotopiques. La science confirme que le golfe Persique était une terre émergée et qu'elle a été submergée, relativement rapidement à l'échelle géologique, par la transgression marine post-glaciaire. Et nous avons la mémoire, ces récits de déluge et de paradis perdus qui traversent toutes les cultures anciennes du Proche-Orient et au-delà. Les Sumériens qui parlaient de Dilmun, les Babyloniens qui racontaient le déluge d'Atrahasis, les Hébreux qui préservaient l'histoire de Noé et du Jardin d'Éden, les Iraniens qui se souvenaient d'Aïryanem Vaeja, les Indiens qui transmettaient l'épopée de Manu, les Arabes qui évoquaient Hiram aux colonnes. Ces traditions, si diverses dans leurs détails, convergent vers un noyau commun. Il y avait un monde avant notre monde, un monde meilleur que le nôtre, et ce monde a été englouti par les eaux. La convergence de ces trois types de preuves, archéologiques, géologiques et mythologiques, dessine une image cohérente qui diffère profondément du récit historique officiel. Selon ce récit officiel, la civilisation est née en Mésopotamie vers 5000 ans avant notre ère. Fruit d'une évolution progressive des sociétés humaines depuis les premiers villages agricoles du Néolithique. Mais les preuves que nous avons examinées suggèrent un scénario alternatif. La civilisation serait née beaucoup plus tôt, sur le plateau fertile du golfe Persique, avant que les autres eaux ne l'engloutissent. Les survivants de cette catastrophe auraient migré vers les terres émergées, vers la Mésopotamie, vers l'Iran, vers la vallée de l'Indus, emportant avec eux leur culture et leur savoir. La civilisation sumérienne ne serait pas le point de départ, mais le point d'arrivée, la reconstruction par les réfugiés d'un patrimoine qu'ils avaient dû abandonner. Cette hypothèse, si elle est correcte, a des implications vertigineuses.
Elle signifie que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus longue et plus complexe que ce que nos manuels nous enseignent. Elle signifie que des civilisations avancées ont pu exister et disparaître sans laisser de traces visibles, englouties par les océans, ensevelies sous les déserts, effacées par les catastrophes naturelles. Elle signifie que les mythes anciens, que nous avons appris à mépriser comme des superstitions primitives, contiennent peut-être des vérités historiques codées, des souvenirs d'événements réels transmis à travers les millénaires sous forme allégorique. Elle soulève aussi une question troublante, une question qui devrait nous empêcher de dormir tranquille. Si une civilisation a pu prospérer pendant des millénaires sur une terre que la mer a ensuite engloutie, qu'est-ce qui nous garantit que le même sort n'attend pas notre propre civilisation ? Le niveau des océans continue de monter sous l'effet du réchauffement climatique et les projections les plus pessimistes prévoient une élévation de plusieurs mètres d'ici la fin de ce siècle. Des centaines de millions de personnes vivent aujourd'hui sur des territoires côtiers qui pourraient être submergés dans les décennies à venir. Shanghai, Mumbai, New York, Tokyo, Amsterdam, des métropoles qui abritent des dizaines de millions d'habitants, pourraient connaître le sort de Dilmun. Les Dilmunites, s'ils existaient bien tels que nous les imaginons, n'avaient pas les moyens de prévoir ni de prévenir la catastrophe qui allait les frapper. Les glaciers fondaient loin au nord, dans des régions qu'ils ne connaissaient un faux pas, libérant des quantités d'eau dont ils ignoraient l'existence. La mer montait inexorablement, centimètre par centimètre, génération après génération, sans qu'ils puissent comprendre pourquoi ni comment l'arrêter. Lorsque l'inondation finale est venue, brutale et dévastatrice, ils n'ont pu que fuir ou périr. Nous avons les connaissances pour comprendre ce qui se passe, les outils pour mesurer la montée des eaux, les modèles pour prévoir l'avenir. Mais avons-nous la sagesse pour agir, la volonté pour changer de cap, l'humilité pour apprendre des leçons du passé ? L'histoire de Dilmun, si elle est vraie, n'est pas seulement un récit fascinant sur un monde disparu. C'est un avertissement, une mise en garde, un rappel de la fragilité de toutes les civilisations face aux forces de la nature. Les Dilmunites pensaient probablement, comme nous le pensons aujourd'hui, que leur monde durerait toujours, que leur prospérité était garantie, que leurs enfants et les enfants de leurs enfants hériteraient de leur paradis. Ils avaient tort. Et nous aurions tort de croire que nous sommes différents, que notre technologie nous protège, que notre science nous rend invulnérables. La mer n'a pas de respect pour les civilisations humaines, qu'elles soient anciennes ou modernes. Mais l'histoire de Dilmun contient aussi un message d'espoir, car les Dilmunites, malgré la catastrophe qui les a frappés, n'ont pas disparu sans laisser de traces. Ils ont survécu, au moins en partie. Ils ont transmis leur culture, leur savoir, leur mémoire aux générations suivantes. La civilisation qu'ils avaient bâtie sur le plateau englouti a continué à vivre, sous une forme transformée, dans les cités de Mésopotamie, dans les temples d'Éridu et d'Ur, dans les récits préservés sur les tablettes d'argile. Le déluge a détruit leur monde matériel, mais n'a pas réussi à effacer leur héritage spirituel. Quelque chose d'eux a survécu, traverse les millénaires, parvient jusqu'à nous ce soir. Peut-être est-ce là la vraie leçon de Dilmun. Les civilisations passent, les empires s'effondrent, les terres sont englouties par les eaux ou ensevelies sous les sables. Mais les idées, les récits, les traditions peuvent survivre à toutes les catastrophes, transmises de bouche à oreille, gravées dans l'argile ou le papier, préservées dans la mémoire collective de l'humanité. Ce que nous construisons de nos mains périra inévitablement. Mais ce que nous transmettons à nos enfants, les valeurs, les connaissances, les histoires qui donnent sens à l'existence, peut traverser les âges et atteindre des générations qui ne nous connaîtront jamais. Les Sumériens, ces héritiers supposés des Dilmunites, ont été les premiers à inventer l'écriture, précisément pour fixer la mémoire, pour arracher les pensées humaines à l'oubli. Leur motivation première n'était pas commerciale ou administrative, comme on le croit souvent. Les plus anciens textes sumériens ne sont pas des inventaires de marchandises ou des registres de transactions. Ce sont des listes de mots, des hymnes aux dieux, des récits mythologiques. L'écriture est née du désir de préserver ce qui risquait de se perdre, de transmettre ce qui méritait de survivre. Elle est née, peut-être,
du traumatisme du déluge, de la conscience aiguë que tout ce que nous aimons peut disparaître en un instant. Nous sommes, d'une certaine manière, les héritiers lointains des Dilmunites. Leurs récits, leurs mythes, leurs questionnements ont traversé les siècles pour nous parvenir, déformés mais reconnaissables. Le paradis perdu dont ils se souvenaient hante encore notre imaginaire collectif, dans les religions, dans la littérature, dans cette nostalgie indéfinissable que nous éprouvons parfois pour un âge d'or que nous n'avons jamais connu. Nous cherchons toujours Dilmun, sous un nom ou sous un autre, ce lieu où les maladies n'existaient même pas, où la mort n'avait pas de prise, où l'eau douce jaillissait pure de la terre. Nous le cherchons dans les utopies que nous imaginons, dans les paradis que nous promettons nos religions, dans les mondes meilleurs que nous espérons construire. Le golfe Persique garde ses secrets sous ses eaux troubles, attendant patiemment que nous venions les découvrir. Peut-être qu'un jour, lorsque les tensions géopolitiques se seront apaisées et que les technologies sous-marines auront encore progressé, des équipes d'archéologues descendront enfin explorer les vestiges engloutis. Ils découvriront peut-être des murs de pierre, des temples effondrés, des places pavées, des objets du quotidien abandonnés dans la fuite précipitée devant les eaux montantes. Ils découvriront peut-être des inscriptions, des symboles, des œuvres d'art qui nous parleront enfin directement, sans l'intermédiaire des traditions postérieures. Ils découvriront peut-être la preuve irréfutable que Dilmun a bien existé, que le plateau du golfe Persique a bien abrité une civilisation avancée avant le déluge. Ou peut-être pas. Peut-être que les vestiges sont trop fragmentaires, trop érodés, trop enfouis sous les sédiments pour être retrouvés. Peut-être que le secret de Dilmun restera à jamais scellé sous les vagues, accessible seulement par l'imagination et la spéculation. Même dans ce cas, l'hypothèse aura servi à quelque chose. Elle nous aura rappelé que notre connaissance du passé est incomplète, que l'histoire officielle n'est qu'une approximation, que des chapitres entiers de l'aventure humaine peuvent avoir été perdus sans que nous le sachions. Elle nous aura incité à regarder les mythes anciens avec plus de respect, à y chercher non pas des vérités littérales, mais des échos d'expériences réelles vécues par nos ancêtres. Et elle nous aura posé cette question, qui peut-être est la plus importante de toutes. Sommes-nous en train de regarder le passé de civilisations disparues, ou notre propre avenir? Les récits de déluge, les histoires de mondes engloutis, les mythes de paradis perdus, parlent-ils seulement de ce qui fut, ou aussi de ce qui sera? Le niveau des océans monte, les glaciers fondent, les côtes s'érodent. Dans quelques siècles ou quelques millénaires, nos propres cités pourraient être englouties, nos propres temples recouverts par les vagues, notre propre mémoire réduite à des fragments de récits transmis par des survivants traumatisés. Nos descendants parleront-ils de nous comme nous parlons des Dilmunites, avec un mélange de fascination et de perplexité, incapables de distinguer le mythe de l'histoire? Cette pensée devrait nous rendre humbles. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature, malgré nos technologies impressionnantes. Nous sommes des passagers sur une planète en constante évolution, soumis à des forces qui nous dépassent. Les civilisations qui nous ont précédés l'ont appris à leurs dépens. Les Dilmunites l'ont appris lorsque la mer a englouti leur paradis. Les Sumériens l'ont appris lorsqu'ils gravaient sur leurs tablettes le récit du déluge universel. Nous avons l'avantage de connaître leur histoire, d'avoir accès à leurs avertissements. La question est de savoir si nous aurons la sagesse de les écouter. Si vous avez voyagé avec nous jusqu'ici, à travers les profondeurs du golfe Persique et les abîmes du temps, vous avez maintenant un aperçu de ce que pourrait cacher notre passé. Vous avez entrevu la possibilité que l'histoire de l'humanité soit plus longue, plus riche, plus dramatique que ce que les manuels scolaires enseignent. Vous avez touché du doigt le mystère de Dilmun, cette Atlantide sumérienne dont le souvenir persiste depuis des millénaires. Et peut-être, en vous endormant ce soir, emporterez-vous, avec vous, une question, un doute, une curiosité qui ne vous quittera plus. C'est le but de ces explorations que nous menons ensemble. Non pas vous donner des réponses définitives, car nous n'en avons pas. Non pas vous imposer une version alternative de l'histoire, car ce serait aussi dogmatique que la version officielle. Mais vous inviter à questionner, à réfléchir, à garder l'esprit ouvert face aux mystères du passé. L'humanité a encore tant à apprendre sur elle-même, sur ses origines,
sur les chapitres perdus de son histoire. Chaque découverte archéologique, chaque avancée technologique, chaque relecture des textes anciens peut nous rapprocher de la vérité. Mais cette vérité reste à découvrir, et le chemin pour y parvenir passe par le doute constructif et la curiosité inlassable. Si ce voyage vous a plu, si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de notre terre et de notre passé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les énigmes de l'histoire, de l'archéologie, de la géologie, à la recherche de ce qui se cache sous les apparences. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos questions, vos propres découvertes, et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, refusent de se contenter des réponses toutes faites. Car au fond, nous sommes tous des chercheurs. Nous sommes tous des héritiers de civilisations qui nous ont précédés et dont nous ne connaissons qu'une infime partie. Nous sommes tous porteurs d'une mémoire collective qui remonte aux origines de l'humanité et qui ne demande qu'à être explorée. Les Dilmunites, les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, tous ces peuples anciens ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Leurs mythes vivent encore en nous, leurs questions sont encore les nôtres, leurs quêtes se poursuivent à travers nous. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, nos propres récits seront transmis à des générations qui ne nous connaîtront pas. Peut-être que nos cités seront englouties, nos monuments effondrés, notre écriture oubliée. Mais peut-être aussi que quelque chose de nous survivra. Une étincelle de sagesse, un fragment de vérité, une question essentielle qui continuera à hanter ceux qui viendront après nous. C'est ainsi que fonctionne l'humanité, de mémoire en mémoire, de récit en récit, de génération en génération. Nous sommes les maillons d'une chaîne qui nous dépasse, et notre devoir est de transmettre ce que nous avons reçu, enrichi de ce que nous avons découvert. Sous les eaux du golfe Persique, Dilmun attend peut-être toujours. Ces temples enfouis sous les sédiments, ces places pavées recouvertes par les algues, ces sources d'eau douce jaillissant encore dans l'obscurité des profondeurs. Les fantômes des Dilmunites veillent sur leur paradis englouti, gardiens d'une sagesse que nous avons oubliée, mais que nous pouvons encore redécouvrir. Car les mers cachent des secrets, les mythes préservent nos des vérités, et le passé n'est jamais aussi mort qu'il le paraît. Bonne nuit, et que vos rêves vous emmènent vers des mondes engloutis.